Hey, bienvenue dans le trio économique. Aujourd'hui, c'est moi qui ai choisi le sujet. C'est pour ça que ça va être bien plat. Fuck you. Hey, d'habitude, c'est toi qui commences à m'insulter, fait que prends ton trou, esti. Hey, pour une fois que j'ai contribué à la préparation du show, là. Arrête, Hey, je là. sais. Je vais juste parler puis insulter les gens dans Ça- ce show-là. Je prépare jamais rien. Ça, puis financer le show, là. J'écoute toutes sortes de choses le soir avant de me coucher. Je sais pas pourquoi les affaires d'histoire. Si t'élabores pas, ça va être dangereux, ce que tu dis. Non, ouais, non, c'est mais... ça, ça peut déraper. Mais tu sais, c'est un peu fucké. J'écoute pas de séries américaines. Je vais écouter des chaînes de sciences, des chaînes d'histoire, de géopolitique, toutes ces affaires-là. Puis j'ai des sujets quand même assez variés. Puis je me promène avec plusieurs chaînes. J'ai vraiment de fun à le faire. Hier, c'est vraiment drôle parce que je suis tombé sur une de mes chaînes de sciences. Puis c'est un sujet extrêmement politique qui était là. Puis c'est rare que je consomme de la politique pour vrai. Tu sais, je vais avoir des petites affaires économiques un peu de temps en temps, un petit peu financiers, mais tu sais, les vidéos que j'écoute le soir, c'est pour décrocher de mes sujets habituels, d'habitude. Puis là, il y avait une chaîne de sciences qui avait un sujet qui était fascinant d'un point de vue politique, mais d'un point de vue mathématique. Fait que j'ai écouté l'épisode au complet. Puis je vous l'ai shippé par après. J'ai dit, hey, c'est vraiment bon. Puis toi, tu as allumé tout de suite sur le papier qui était derrière, ce qui était expliqué dans cette affaire-là. Puis j'ai dit, pourquoi on ne fait pas un trio avec ça? Et je vais vous présenter la chaîne puis vidéo originale parce que je n'irai pas faire croire que c'est mon idée originale, ce qui s'est passé. C'est Veritasium ou Tasium, peu importe. An Element of Truth, 16 millions d'abonnés. Qu'est-ce que c'est le fun de parler anglais pareil? Hein? Oui. 13 millions d'abonnés, man. 406 vidéos. Tu sais que le contenu, la vidéo qui est là, il a été publié il y a 21 heures. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça a été publié il y a 21 heures. Why Democracy is Mathematically Impossible, 1,5 million de vues. Bon, nous autres, on va reprendre un peu ça aujourd'hui avec Vincent Geloso sous forme de podcast. Et il va avoir 4000, 5000 vues. C'est quand même le fun, mais 1,5 million en quelques heures. Le reste de la chaîne, 3 millions, 2,4 millions, 13 millions ici. Something strange happens when you follow Einstein's math. Mais tu sais, pour une chaîne de même, il y en a 475 qui ont 3 abonnés aussi. Là. Ouais. Il y a comme un biais de sélection sur les gagnants là-dedans. Là. Mais ça me fascine pareil. Oui, quand je vois ça, je me dis, man, parce que tu me connais, Frank, tu sais qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Moi, je suis là, il y a combien d'employés? Il fait combien d'argent à peu près avec ça? Qu'est-ce que ça lui permet d'avoir comme équipe de recherche? Qu'est-ce qu'il peut... Hey, là, c'est des entreprises. Ils deviennent des entreprises. Puis ça me fascine. Puis là, moi, je parle tout croche. Les Français, ils n'aiment pas mon accent. Puis on fait ça en français. Déjà qu'en français, c'est de la merde un peu. Puis en plus, je m'entête à parler comme un esti de Québécois puis que les Français de France ne veulent pas écouter. Je me dis sacrément que je suis cave. Je suis vraiment, vraiment cave d'essayer de faire du YouTube en français québécois. Mais peu importe. Le sujet demeure intéressant. On peut parler à coup de poule, si tu veux. Non, ça me tente. J'aurais pas de fun. Il faut faire du fun. Pas juste l'argent. Je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Mais faut pas que ce soit fake non plus. Là, fait que je vais vous encourager à aller. Pas comme le fils de l'autre, là, avec son truc sur l'immigration. Ah, oups, fallait pas que je le dise. C'est ça. T'es pas fin. Je vous encourage à aller regarder le vidéo que je vous ai parlé. Why Democracy is Mathematically Impossible dans Veritasium. Parce qu'on va prendre une autre approche. Les autres, ils ont pris l'approche scientifique. Ils ont pris l'approche mathématique, la démonstration de divers système de votation. Ouais. Par contre, peux-tu faire une note sérieuse, pas de joke? Le titre est un peu provocateur. Je pense que c'est clairement du clickbait, la manière dont le titre est fait. Ben oui. La chose qu'on avait de parler dit pas que c'est impossible. C'est juste pour que les gens cliquent que ce titre-là était là. Pour les gens de mauvaise foi, il faut que ça soit dit. Ouais, mais ça. Probablement que le titre que Frank va choisir va être aussi de mauvaise foi de toute façon. C'est parce que, Mané, il faut que vous compreniez aussi que les gens fonctionnent de même. Ah oui, je sais. Je comprends. Si j'écris le trio économique, épisode 144, personne clique. Là. Exact. Ça va être plus honnête, mais personne clique. C'est pas de ma faute, moi, si les gens répondent à ces... Le point, c'est que si quelqu'un a une mauvaise foi, on peut dire clairement, tu n'as pas écouté parce qu'on a dit exactement que
S'ils veulent être de mauvaise foi, ils seront de mauvaise foi. Mais si vous allez écouter cette vidéo-là précisément, vous allez voir l'aspect réellement mathématique de la chose. Et nous autres, on va aller peut-être un peu plus du côté philosophique ou l'argument démocratique, justement. On va prendre le côté un peu plus politique ou même économique, le trio économique. Mais ce qui est montré, c'est que les systèmes de votation qui sont en place, pourquoi il n'y a pas un système qui est, autrement dit, réellement adopté par tout le monde? Parce que c'est ça qu'un peu l'économie nous dit. Si on trouve une façon de fonctionner qui universellement va être parfaite, ben normalement, très rapidement, tous les pays, toutes les juridictions, toutes les municipalités, les provinces vont se mettre à adopter ce système-là parce que le système va être parfait. Donc, ce qu'on comprend, c'est de dire, OK, ben, le système britannique uninominal a un tour, généralement, et dans certaines colonies britanniques. Les États-Unis vont avoir un système qui est quand même différent, avec les grands électeurs assez complexes. Les Français vont avoir un système quand même assez curieux aussi, à 2 tours, avec une semaine entre les 2 tours, ainsi de suite. Fait que là, tu es là, tu te dis, pourquoi il n'y a pas un système de votation qui a fait un takeover planétaire éventuellement? Ben, la raison est fort simple. C'est que la recherche du système parfait semble assez difficile. En fait, c'est difficile de dire qu'un système électoral est réellement parfait. Puis ça, c'est le théorème de Arrow qui nous le démontre. Puis Vincent va nous donner un petit cours sur ce théorème-là aujourd'hui qui risque d'être assez intéressant. Écoute, pour un gars qui se prêtait à être contre, tu as bien résumé les choses. Tu dis que tu es un cave, mais tu n'es pas si cave que ça. Je pense que c'est juste, tu essaies de leurrer les gens dans un faux sentiment de sécurité en disant que tu es cave, parce que c'était un excellent résumé. Tu n'as fait aucune erreur de fait. Le théorème d'Arrow, qui est nommé après Kenneth Arrow, qu'il faut quand même souligner, c'est assez impressionnant le gars pour dire à quel point c'était un génie. Ce livre-là qui a révolutionné le domaine, c'était sa thèse de doc. Il y a aucune personne... Attends un peu. C'était fondamentalement sa thèse de doc. Fait qu'il n'était pas vieux quand il a fait ça. Non, c'était un jeune économiste. Il est mort comme l'année passée. Là. Le gars, il y a 2-3 ans. C'est publié des années 50. 51. Ouais. Exactement. Le gars, il a fait comme... On the top of my head, je peux te nommer 6 contributions majeures. L'équilibre général, le théorème d'Arrow, les externalités scientifiques, les problèmes en matière de santé, puis 2-3 autres. Là. Le gars, il a comme... Chaque fois qu'il touchait quelque chose, ce qu'il disait, c'était révolutionnaire. Okay? Ce gars-là, il a fait 6 ou 7 révolutions, en gros, dans le domaine. C'est une personne qui n'est pas très connue du grand public, mais à l'intérieur de la profession, Kenneth Arrow, c'est comme le gifted child. Okay? Et sa thèse de doc, c'est assez impressionnant, c'est qu'il dit qu'il y a 5 vérités absolues à l'égard de la démocratie, mais elles sont individuellement absolues. Ce qu'il va dire, et l'affaire, ce qu'il dit, c'est ça, le théorème de l'impossibilité, c'est que tu ne peux pas en respecter les 5 simultanément. Fait que c'est quoi les 5? Le premier, c'est qu'il doit avoir l'unanimité. Si tout le monde préfère A à B, ben la société au complet préfère A à B. Juste pour mettre en contexte, dans le fond, ce qu'on est en train de discuter, c'est réellement un système de votation. Donc, comment on fait pour déterminer la personne qui gagne une élection? C'est sûr que s'il y a deux seuls candidats, c'est extrêmement facile. Celui qui va avoir plus que 50% va gagner l'élection. Mais dans tous les cas de figure qu'il y a plus que 2 candidats, ben là, on doit avoir... C'est bon que tu mentionnes ça. Exactement, parce que dans tous ces cas de figure-là, il doit avoir un système qui est un peu différent. Présentement, par exemple, au Canada, dans votre comté, vous avez 8 candidats. Ben, celui qui va avoir le plus de votes gagne l'élection. Ouais. Mais il peut avoir 30% du vote, puis il gagne pareil. Là. C'est ça. Les 5 conditions là, que Arrow il parle, que tout le monde va trouver qui font du sens individuellement. C'est comment est-ce qu'on peut, si tu respectes les 5, tu as une démocratie presque idéale. En fait, tu as une démocratie idéale. Si tu respectes les 5, tu respectes l'idéal démocratique parfaitement. Puis l'idéal démocratique, en gros, c'est de dire, ben, on a réussi à sonder les préférences individuelles de tout le monde et de ressortir le choix du groupe d'une manière quasi parfaite. Exactement, que le vote reflète l'utilité générale. Donc, c'est-à-dire que là, la démocratie représente
l'idéal social. OK? Donc, c'est vraiment... Alors, si ces 5 idéaux, ces 5 conditions pour un idéal existent, comment tu fais pour choisir, comment tu fais pour voter pour avoir ces 5-là? Le point qu'Arrow fait, c'est que dès qu'il y a plus que 2 personnes qui se présentent et que tu as plus que 2 électeurs, OK? C'est assez important ça. Dès que tu as plus que 2 personnes qui se présentent et plus que 2 électeurs, il est impossible de satisfaire les 5 conditions. C'est ça le point. Fait que l'idée, c'est qu'on va vous présenter les conditions, puis on va vous montrer vraiment un peu comment ça fonctionne. Puis on va y penser aussi avec différents systèmes électoraux qu'on connaît pour voir c'est où est-ce que ça bug dans le théorème de Arrow, autrement dit, chacun des systèmes qui sont en place présentement. J'imagine que ça exclut un système, mettons, à la grecque antique, là, où, par exemple, tu ferais du tirage au sort. Là. Parce que là, on est dans une autre chose. Oui, mais tirage au sort violerait Okay. une des 5 conditions. Parce que les gens, il y a des gens qui trouvent ça farfelu, cette idée-là, mais juste rappeler que les jurys sont sélectionnés ainsi. Là. On tire des gens et on pense quand même que le hasard, moyennant certains autres critères que tu rajoutes, est une bonne manière de juger de l'avenir de quelqu'un qui est condamné. Là. Si je ne me trompe pas, ça va violer la 3e condition, parce qu'ils sont toujours présentés dans le même ordre. Hein. La 3e condition, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de dictateur. Si on tire au sort une personne qui décide pour nous. Ouais, mais ça serait. Non, mais ça serait plutôt. Mais ce serait plutôt du genre que, mettons, l'Assemblée nationale ou la Chambre des représentants serait tirée au sort dans la population. Tu aurais une forme de violation de ça. OK, faisons les 5 conditions. Oui, faisons les 5 conditions. Pour que les gens comprennent. La première est évidente. Si tu as 3 choix, puis que tout le monde préfère A à B, commençons avec juste 2 choix. Si tout le monde préfère A à B, ben, la société dans son ensemble préfère A à B. C'est l'unanimité. Okay? Si tout le monde est unanime que B, c'est de la merde, ben, tout le monde va préférer A à B. Fait que ça, tu as eu 7 ou 8 candidats. Si tous les électeurs ont choisi le candidat A, ben c'est normal que le candidat A gagne l'élection. Exactement. Ce que tu peux voir, mettons, dans des regroupements, des fois où, je sais pas moi, une assemblée de gens dans un organisme, puis il y a 2 personnes qui veulent se présenter pour être président de l'organisme, puis des fois, ça arrive, quelqu'un est choisi par tout le monde. Ils se démarquent, puis ils sont 12 à voter, puis les 12 choisissent la même personne. Ben là, à ce moment-là, tu aurais unanimité. Oui, exactement. Deuxième condition, c'est ce qu'on appelle, puis j'ai eu à la faire traduire en français, fait que je ne sais pas si c'est la bonne traduction. En français, ça se traduit comme l'indépendance des alternatives non pertinentes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si, mettons, je préfère A à B, ajouter C dans les choix ne va pas changer l'ordre entre A et B. C'est possible que je préfère C à A et à B, mais dans ce cas-là, ça ne change rien. L'ordre entre A et B n'a pas changé. Right? C'est possible qu'on haïsse tout C, mais ajouter C, ça ne change pas si tu préfères A sur B ou B sur A. Si tu violes ça, c'est ce qu'on appelle du cycling. C'est-à-dire que, ben là, quand j'avais le choix, puis on le voit présentement aux États-Unis, quand j'avais le choix entre A et B, puis disons qu'on remplace A et B par Donald Trump et RFK, ben quand tu prenais les choix entre RFK et Kamala Harris, c'était RFK qui gagnait. Quand c'était RFK contre Donald Trump, c'était RFK qui gagnait. Logiquement, right? Ben, si tu préfères RFK à Kamala Harris et RFK à Donald Trump, ben, mettre les 3 ensemble dans la course ne devrait pas changer que RFK est le choix préféré. Et pourtant, quand tu mettais RFK dans les courses à 3, il y avait 5% des votes. Exactement. Fait que ça la raison est simple, hein, c'est que l'électeur démocrate déteste tellement Trump qu'il n'y a pas de problème à voter pour RFK. Exactement. L'électeur républicain déteste tellement Harris qu'il n'y a pas de problème à voter pour RFK. Fait que son deuxième choix va toujours être RFK. Exactement. Mais là, la violation qui se passe, c'est que tu ne devrais pas changer l'ordre des préférences. C'est-à-dire que si tu mets en ordre qui tu préfères au dernier, ajouter une option peut aller entre 2, mais il ne peut pas changer que tu aimes moins un que l'autre.
Mais là, ce qui se passe, c'est que tu as l'air de violer ça. Okay? Fait que ça, c'est l'indépendance des alternatives non pertinentes. En anglais, c'est the independence of irrelevant. Parce que tu vois que irrelevant, c'est comme un mot plus fort que non pertinente. Là. Ça veut dire genre impertinent. J'aime mieux ça que non pertinente, mais whatever. Le français, des fois, c'est une langue un peu boiteuse. Troisième condition, la non-dictature. Ça, c'est un peu weird. Ça dit qu'aucun individu doit dicter le choix pour tout le monde. C'est un peu comme dire que tu ne peux pas avoir un électeur qui décide pour tout le monde. Aucun vote tout seul est déterminant. Right? Ça veut dire que si la personne change de un vers l'autre, tu devrais pas. Cette personne-là ne devrait pas avoir tout le pouvoir de décider. Right? C'est pas Alors que présentement, dans nos élections uninominales à un tour, en théorie, ça pourrait arriver, ça, cette affaire-là. Exactement. Ça pourrait arriver. C'est ça l'idée de non-dictature. Ben, tu as aussi le concept du bris d'égalité. Mettons, quand tu te ramasses au Sénat, que c'est 49-50, s'il y en a un qui fait défection, là, c'est comme le président, c'est le vote du président de la Chambre ou du sénateur qui est là, qui préside l'Assemblée, c'est son vote à lui qui vient de décider de tout ce qui se passe, finalement. Là. Ça pourrait-tu rentrer là-dedans? Il faudrait que je pense un peu à celle-là. C'est un peu... Ben, de toute façon, c'est rare qu'on va faire ça, là, mais j'ai vraiment pas peur de vous référer aux vidéos pour ça. Si vous voulez vraiment... ce que Vincent essaie de vous expliquer, là, c'est peut-être un peu plus difficile à le voir parce qu'on n'a pas de visuel de notre côté et tout ça. Le vidéo est rempli de visuels. Okay? Ouais. Si vous voulez vraiment passer du temps à essayer de comprendre chacun de ces 5 critères-là, c'est quoi les éléments, là, allez écouter cette vidéo-là, vous allez bien le voir. Mais l'idée, c'est de comprendre que ces 5 principes-là sont tous souhaitables individuellement. Oui, c'est ça. C'est vraiment quand on va essayer de les regrouper ensemble que vous allez comprendre qu'il n'y a rien qui marche. Ouais, tu ne peux pas les respecter. Le point, puis là, on annonce qu'est-ce qui est à veille de dire. Il y en a 2 autres qu'il faut qu'on voit. Mais le point, c'est que tu ne peux pas les respecter les 5 en même temps. Il va y avoir au moins une violation, sinon plus. C'est-à-dire que tu vas violer l'idéal démocratique toujours. Okay? C'est impossible de trouver une manière de décider qui va nous représenter, qui va faire les décisions, c'est quoi les décisions, si ce que tu as, c'est ces 5 conditions-là à remplacer, il y en a une qui va être violée, au moins une, sinon plus. Puis pour la non-dictature, il faut que tu t'imagines que s'il y a un individu qui a des préférences, on va voir un petit peu avec des détails, là, si ces préférences peuvent déterminer le résultat du vote, bien, comme lui détermine le résultat pour toute la société, bien, lui, c'est pratiquement un dictateur. Fait que l'électeur qui décide qui gagne, au final, en changeant d'un bord à l'autre, bien, il impose. Fait que, tu sais, si, mettons, moi, je suis l'électeur décidant dans une élection à 3, puis que je vais vers, disons, Donald Trump, puis je vote Donald Trump, bien, il y a 66% des gens qui ne voulaient pas Donald Trump. Moi, j'ai choisi pour 66% des gens qu'est-ce qu'ils n'allaient pas avoir. C'est-à-dire qu'un électeur, c'est un peu weird, mais c'est comme si tu disais qu'un électeur ne peut pas agir comme s'il était une forme d'imposition sur la société. Puis, toute cette histoire-là, c'est dans des contextes de plusieurs tours. Parce que, éventuellement, l'idée, c'est de trouver un système démocratique qui va faire en sorte que on finit par obtenir une majorité d'électeurs qui veulent un candidat. Donc, le principe de base de tout ça, puis vous allez voir un peu pourquoi il y a des systèmes alternatifs qui ont été proposés suite au théorème de Arrow, mais c'est que on analyse juste des systèmes de ranking. C'est comme si on vous donnait un bulletin de vote, puis on prenait les 5 partis politiques du Québec, puis on vous demandait, sur ton bulletin de vote, écris ton préféré. OK, ton préféré, c'est Éric Duhaime. Parfait. Écris ton deuxième préféré. Ben là, ton deuxième, ça va être la CAQ, mettons. Ça va être François Legault. Troisième, quatrième. Tu vas tous les ranker. Tu vas les ranker. Puis là, tu vas soumettre ton bulletin de vote. Et là, on prend tout ça. On prend toutes ces cartes-là électorales faites par tous les électeurs. Puis on se dit, bon, OK, François Legault a obtenu 30% des votes de premier tour. Donc, est-ce qu'on le déclare immédiatement chef du pays? La réponse est non. Parce que tu dis, crime, on viole un principe. Si on dit, on prend un système uninominal à un tour, comme on a présentement au Canada, ben, on viole un principe en le déclarant tout de suite. Fait qu'on dit, OK, on va éliminer un candidat. Donc, si, mettons, dans notre système, on élimine le dernier candidat puis on répartit ses votes aux autres, ainsi de suite,
ben, ce système-là, est-ce qu'il est efficace? Ben non, ce système-là aussi va violer un principe à quelque part. Un de ces 5 principes-là. Mais là, faisons les 2 derniers. Oui. Parce qu'après, il faut quand même comprendre que les 2 derniers sont les plus importants, en fait. C'est-à-dire, le premier, le quatrième, c'est que le système de vote que tu choisis, OK? Donc là, l'autre, c'est sur les choix. Là, le système de vote qu'on va choisir va fonctionner pour toutes les combinaisons de préférences différentes. OK? C'est-à-dire que tu as des préférences. Mettons, moi, je préfère A à B, Frank préfère C à A, puis là, tu fais tous les choix comme ça. Ben, peu importe comment est-ce qu'on vote, peu importe l'arrangement de ces préférences-là, que toi, tu changes d'un bord pour aller vers l'autre, ça va fonctionner tout le temps. Tu vas avoir le résultat socialement idéal de plus préféré étant donné ça. Le dernier, ça c'est probablement le plus important, c'est ce qu'on appelle les préférences transitives. Si la société préfère A à B et B à C, ben elle doit préférer A à C. Right? C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir d'incohérence. Tu ne peux pas réorganiser. Donc, s'il y a un lien avec l'indépendance, des alternatives non pertinentes, mais tu ne peux pas non plus changer l'ordre des préférences si tu ajoutes un choix de plus. OK? Tu peux pas. L'ordre doit être stable. Je vais vous donner un exemple qui est démontré un peu pourquoi c'est venu à avoir ces réflexions-là. OK? Au premier tour, on a le candidat A qui a 25 %. On utilisait dans la vidéo le Einstein. Einstein a 25 % des votes. Marie Curie a 30 % des votes. Et Bauer a 45 % des votes. Donc, on déclare l'élimination de Einstein. Mm-hmm. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on prend les votes d'Einstein et on les répartit. On prend son deuxième choix, lui, de son côté. On les répartit entre Marie Curie et Bauer. L'affaire, c'est que les gens qui votaient pour Einstein détestaient tellement Bauer qu'ils offrent tout leur vote de second tour à Marie Curie. Marie Curie remporte l'élection à 55 % du vote. Le problème qui peut arriver dans cette situation-là, c'est que si Bauer avait eu un moins bon score au premier tour, il aurait pu gagner l'élection. Puis on fait la logique suivante tout de suite après en disant, si Bauer, au premier tour, obtient 39 % du vote, mais qu'Einstein a 31 et que Marie Curie a 30, on est dans la position suivante, c'est que les électeurs de Marie Curie, eux autres, sont indifférents entre Bauer et Einstein. Oui, puis s'ils se répartissent 50-50. Comme Marie Curie est la première éliminée, on prend les votes de Marie Curie qui sont répartis 50-50. À ce moment-là, Einstein finit à 46 et Bauer finit à 54. Donc, le fait de passer de 45 à 39 % au premier tour pour Bauer lui permet de gagner l'élection. Tu sais quand est-ce qu'on a vu ça en passant? En France, en 2002, quand Jean-Marie Le Pen est passé au deuxième tour. Oui. C'était en fait la stratégie de Jean-Marie Le Pen d'avoir l'air de ne pas passer. Parce que s'il disait même avant l'élection, il ne faut pas que je tape trop sur la gauche, je dois taper davantage sur Chirac. Parce que si je laisse la gauche se diviser, même si Jospin avait plus de chances de gagner au deuxième tour contre Chirac, lui, ce qu'il permettait de faire, c'était de faire cette espèce de forçage-là où tu pouvais passer au deuxième tour. Et là, malgré que personne ne voulait Chirac, okay, que la société disait dans son ensemble, on ne veut pas Chirac, lui pouvait justement faire en sorte que tout le monde a Chirac. Et ça, tu te retrouves avec, la plupart des gens ne voulaient pas Chirac et on s'est retrouvé à avoir Chirac. Puis tu sais, il y a des anecdotes qui sont comptées, comme il y a une élection à un moment donné, je pense au Minneapolis, dans un petit conseil électoral municipal, qu'on met comme règle, justement, que le vote de deuxième tour va être comme super important dans cette histoire-là, puis tout. Puis, tous les candidats, les 35 candidats, les 35 candidats se mettent à réaliser que le vote de deuxième tour de tous leurs adversaires est vachement important. Ils se comportent différemment aussi. Donc, tu ne dois absolument pas avoir l'air du trou de cul de la gang. Ouais. Parce que c'est nuisible à ce moment-là. Ben, ce qui s'est passé à cette élection-là, c'est qu'à un moment donné, les candidats étaient tellement souriants, tellement gentils dans le débat, puis tout ça, puis il y en avait bien trop. À la fin du débat, ils se sont tous mis à chanter ensemble Kumbaya. Pour vrai, là.
Oui, mais aussi, c'était devenu d'un ridicule extrêmement consommé. Mais il y a aussi une autre affaire que tu peux faire, c'est que ça décourage de faire une bonne campagne. C'est-à-dire que les campagnes vont être absolument plates. Mais parce que si tu es trop important au premier tour, puis que tu es un candidat, puis ça s'est passé à Michael Ignatieff dans sa première tentative à la chefferie du Parti libéral du Canada. Il était tellement en avance au premier tour, mais tout le monde l'haïssait parce qu'ils avaient tous. Il avait fait une grosse campagne très forte. Il n'avait pas été fin, mais tout le monde l'haïssait. Fait que chaque fois que tu passais au prochain tour puis que tu éliminais un des autres candidats, ben, les autres candidats grimpaient, mais lui, il grimpait presque pas. Et c'est au final, malgré que Michael Ignatieff est arrivé premier au premier tour, il a fini dernier. Peter MacKay, by the way, a fait la même crise d'affaires au Parti conservateur. Ben, il y a eu un peu ça aussi aux dernières législatives françaises. Oui. C'est-à-dire que le RN était le premier choix du plus gros groupe. Donc, mettons, tu demandes aux gens, c'est quoi ton premier choix? Ben, 22% des gens, leur premier choix, c'était Mélenchon, le nouveau Front populaire. Après ça, tu avais 20% ou 19% des gens que leur premier choix, c'était Macron / Attal et leurs alliés. Presque 40% ou 33-35% des gens, leur premier choix, c'était le RN. Sauf que rendu au deuxième tour, tu l'as retrouvé au final avec les députés dans l'ordre complètement différent. Dans l'ordre complètement différent, parce que rendu au deuxième tour, que là, ta préférence est sur ton deuxième choix pour beaucoup de gens, ben, le deuxième choix de beaucoup de gens n'était pas le RN, mais un tierce parti. Ben, en fait, donc, le troisième dans les intentions de vote était le deuxième dans les sièges. Le deuxième dans les sièges est premier et le premier est troisième. Ben là, si on prend nos critères, il y a un gros problème démocratique là-dedans. Exactement. Arrow te dirait, là, je sais que c'était. En fait, c'est un peu drôle parce que c'est super. J'ai trouvé ça cool quand Yann m'a envoyé ça. Parce que quand l'élection française s'est passée, puis que j'entendais les gens de gauche dire c'est une violation, c'est une victoire de la démocratie, j'étais comme théorème de Arrow nous dit exactement l'inverse. Si tu crois à l'interprétation que les gens font, parce que vers la fin de l'épisode, je vais vous expliquer pourquoi. Le théorème de Arrow ne dit pas que. En fait, surtout si tu es libéral comme nous, le théorème de Arrow ne dit pas que la démocratie ne fonctionne pas. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'elle fonctionne aussi bien que ce qu'on croit. Et beaucoup mieux même. Mais il y a une nuance que je vais devoir apporter à la fin. On va juste expliquer le théorème tel qu'il est entendu par 80% des gens. Je vais prendre les illustrations finalement qu'ils ont faites dans la vidéo. Je pense que c'est la première condition, l'unanimité. On l'a à l'écran présentement. C'est assez simple. Si tout le monde veut manger des sushis, ben on commande des sushis. Okay? La condition numéro 2, qui était laquelle, celle-là? Le résultat, le outcome. L'outcome, c'est, attends un peu, no dictator. Okay. No dictator, on l'a ici. Condition numéro 2. Condition numéro 2, c'est sur l'impertinence des autres choix, là, des tierces résultats. Ben, ils ont violé quelque chose, là, ils n'ont pas présenté le même ordre que d'habitude. Ben, c'est ça, mais si tu arrives, tout le monde a choisi la pizza, sauf un qui a choisi le sushi, puis qu'en bout de ligne, le outcome de ton élection, c'est qu'on commande du sushi, ben ça, c'est un dictateur. Ben, tu viens de violer le principe numéro 2. La condition numéro 3, qui est le unrestricted domain. On va aller ici. Là, tu as des gens là, qui veulent des sushis, des burgers, des fajitas, tout ça. Ben, c'est quoi ça, là, le unrestricted domain? C'est l'équivalence, c'est l'indépendance. Ça, c'est l'indépendance. C'est le terme mathématique de l'indépendance des alternatives non pertinentes. Non, c'est le casser cinquième dans les affaires. Ils ont tout mis en bordel. Fait que, en tout cas, vous voyez un peu l'idée, là, mais tu sais, les group preference vont arriver. La transitivité, je pense que c'est là qu'on s'en allait, là, le quatrième, celui qui nous manquait. Mais c'est assez spécial, pareil. Là. Quand tu regardes ça, là, la transitivité est assez évidente. Là. Tu veux des burgers, tu préfères les burgers à pizza, l'autre préfère les burgers au sushi. Ben, c'est normal que les gens veulent les burgers par-dessus le sushi aussi. Mm-hmm. Mais tu peux te ramasser dans des situations comme qu'on a décrit précédemment que c'est pas tout à fait ça. Là. Ça marche pas tout à fait là, dans certains types de systèmes électoraux. Écoute, oui, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cause de ces 5 conditions-là, fait que les 5 conditions-là, c'est un idéal. Okay? C'est ce qu'on voudrait avoir. Ouais.
Si tu as ces 5 choses-là, théoriquement, tu as une démocratie parfaite. Tu peux dire que le vote qu'on fait reflète la volonté générale. Un terme que je déteste, soit dit en passant. Fait que, OK, on y va. Le gouvernement britannique qui impose le système uninominal à un tour, est-ce que c'est un système parfait selon ces 5 critères-là? Non. En fait, l'affaire, c'est ça le point du truc, c'est que tu n'as aucun système qui est parfait. Exactement. Tu n'as aucun système de vote. Le système first past the post, tu vas violer. À quelles conditions tu violerais avec un first past? En fait, avec first past the post, tu pourrais violer le cycling. Donc, l'idée que si j'ai des choix différents, bien là, parce que j'ai vraiment peur que ça soit Trump, mais que je préfère RFK à Trump, ben, je ne vais pas voter pour ma préférence, je vais voter pour Kamala Harris que je n'aime pas. Fait, mais je l'aime moins je l'haïs moins que j'haïs l'autre. Mais techniquement, mon choix devrait toujours être que si je préfère RFK à tous les autres, ben, je devrais toujours voter pour RFK, indépendant de tous les autres sont ajoutés. Du moment que tu as ce qu'on appelle un vote stratégique, c'est que ton système, il scrape un des critères. Exactement. First past the post viole ça. L'autre système... La pleine proportionnelle, par exemple. Exactement. Elle ne peut pas fonctionner parce que, veut pas, personne qui obtient la majorité dans une pleine proportionnelle. Là. Ben là, c'est là qu'il y a des gens qui diraient, ouais, mais c'est la réponse de Buchanan que moi, je vais donner à la fin, qui est la réponse des libéraux classiques, c'est que c'est peut-être une bonne chose, en fait, que le théorème d'Arrow montre que ça ne fonctionne pas. Mais je suis encore en train d'annoncer qu'est-ce qu'on... L'autre système, celui d'un système à plusieurs tours, tu peux le faire en votant comme les Français, ou tu peux faire ce que les Américains font, comme par exemple au Maine, où je vivais avant, où est-ce que sur ton bulletin de vote, tu mets un ordre. Donc, 1, François Legault, 2, Martine Ouellette. Non, excuse-moi. 1, Martine Ouellette. 2, François Legault. 3, le Parti soi-disant libéral du Québec. Les courses à chefferie canadiennes fonctionnent carrément de même. Oui, exactement. Le problème de ça, c'est que là, tu pourras avoir la violation du dictateur. Parce qu'il suffit qu'une personne, si tu changes les combinaisons, c'est-à-dire de préférence, il suffit qu'une personne soit la personne décideuse à la marge, que tu droppes tous les autres candidats. Donc, ton exemple tantôt avec Niels Bohr, puis Marie Curie et Einstein, ben, dans ce cas-ci, celui qui décide quel candidat se fait éliminer à toute fin pratique peut décider le résultat pour toutes les autres. Donc, même ce système-là que tu penserais plus démocratique n'est pas capable parce qu'il viole une des 5 conditions de l'idéal démocratique. En fait, il n'y a aucun système, sauf, j'ai regardé le vidéo que Yann avait envoyé, il y a un système qui peut peut-être faire ça. Je n'ai pas vu les preuves mathématiques, puis je ne fais pas confiance à cette vidéo-là parce qu'il faut... Ce domaine-là, ça s'appelle Social Choice Theory, puis c'est que de la logique purement mathématique où tu dois définir des espaces, puis c'est super long faire des preuves. Okay? Fait que, mais il y en a un apparemment qui pourrait peut-être théoriquement exister où tu établis une distance cardinale, c'est-à-dire que tu dis à quel point tu haïs un candidat plus qu'un autre. Autrement dit, tu es noté de 1 à 10, chacun des candidats, puis tu avais le droit de mettre juste des 1 puis un 10 à ton préféré si tu voulais. Là. Exactement. Tu pouvais vraiment là, donner un système de points, autrement dit, jusqu'à quel point c'était important pour toi que lui rentre pas. Ouais. Ou un système, mettons, où tu pourrais dire dans ton ranking, ben rendu à classer lui, j'y mets même pas 1, je mets que si c'est ça, j'annule mon vote ou je sais pas. Là. Ouais, l'affaire, c'est que je ne vais pas me prononcer sur celui-là parce que je n'ai pas pensé à ce cas-là particulier où. Parce que c'est ça, un des trucs qu'on ne faut jamais oublier, c'est que quand tu votes, ce que tu fais, c'est que tu fais un ranking ordinal. Tu ne dis pas la distance qu'il y a entre chacun. Non. Right? Ordinal, c'est juste un ordre. Cardinal, c'est que tu vas avoir un ordre et une distance. Fait que je peux voter pour Martine Ouellette et dire que je préfère Martine Ouellette 715,14 fois plus que François Legault, qui est mon deuxième choix. Right? C'est ça, une distance cardinale, c'est que je peux quantifier. Fait que tu es carrément le mari de Martine Ouellette. Exactement, exactement. Donc, une personne au Québec qui vote pour Martine, puis c'est moi, mais je ne suis pas marié avec Martine, c'est parce que j'aime Martine. Pour l'instant. Pour l'instant. Écoute, j'ai averti ma femme que j'ai une histoire d'amour avec Martine Ouellette. Exact. Hashtag Martine Ouellette at School of Economics. Ceci dit,
L'idée, c'est que tu mets une distance cardinale et lui, ce qu'il parle dans la vidéo, c'est que tu pourrais peut-être mettre ça puis que ça résout peut-être le problème. Je suis sceptique, étant donné que ça fait 60 ans qu'on continue de parler du théorème d'impossibilité. C'est comme ça que ça s'appelle, que tu vas toujours violer les 5 conditions. Si quelqu'un avait trouvé une solution à ce théorème-là, ça serait appliqué. Ben, non seulement ça serait appliqué, mais lui, il aurait gagné un prix Nobel. À ce que je sache, il n'y a personne qui a gagné un prix Nobel sur cette réponse-là. Ergo, c'est probablement pas vrai. Il y a probablement quelque chose qui manque pour pas que ça soit. Parce que c'est tellement important. Il y a beaucoup de monde qui ont essayé, hein? Oh oui! Pas juste des économistes ou des... Il y a des mathématiciens qui essaient de résoudre ça, puis ils sont pas capables. Au début de mon doc, je voulais travailler sur ça. Pour vrai, c'était un des trucs qui m'intéressait énormément. C'est juste que ça devient vite très sec, dans le sens que il faut que tu définisses genre un espace dans lequel les gens votent. Et là, les dimensions de choses sur lesquelles tu votes sont pertinentes et ça devient, à toute fin pratique, pour ceux qui sont un peu mathématiquement développés, ça s'appelle set theory. Il faut que tu définisses tout, puis que tu t'imagines plein de cas abstraits, puis tu deviens, en fait, à la fin, quand tu développes ça, tout ce que tu fais, c'est des mathématiques. Tu n'es plus en train de faire de la théorie de c'est quoi, tu sais, respecter l'idéal démocratique. Par définition, tu es juste en train de faire des maths. Ouais. Puis, il y a tellement de gens qui sont dans ce domaine-là pour essayer de faire la percée que je me suis dit, écoute, je ne suis pas une personne stupide. Puis on a dû mettre des ordinateurs là-dessus, pas pire aussi. Là. Oui. Puis il y a des affaires de gens qui font des simulations. Ils essayent avec même des expériences. Puis il y a des expériences qui se font. Ils essayent de voir, des fois, tu as du experimental economics où les gens essayent de voir si les êtres humains trouvent des solutions implicitement qu'on n'a pas imaginées ou même qu'ils trouvent des arrangements qui implicitement résoudent le problème. Fait qu'autrement dit, mettons qu'on ramène ça là, en termes que les gens peut-être peuvent plus s'associer. L'idée de Arrow, c'est de dire il y a 5 critères, ceux qu'on a expliqués depuis tantôt. Là, le fait que ça fait l'unanimité, la non-dictature, tout ça. L'indépendance des irrelevant alternatives, là, je viens de me rappeler c'est quoi? C'est que le fait d'ajouter un candidat marginal ne devrait rien changer au résultat. Exactement. Ben, c'est ça, c'est ce que Vincent disait tantôt. Ben, les deux... Non, je vais laisser faire ce que j'ai dit, parce que indépendance, la transitivité puis le irrelevant alternative sont vraiment des cousins. Si tu y penses, ajouter un truc indépendant ne va pas changer l'ordre. Si tu en ajoutes un qui est plus pertinent, mais il s'insère en 2 choix, ben, il ne change pas l'ordre non plus. Fait que les deux sont très liés entre eux autres. C'est 2 conditions qui ont des petites différences, mais ils sont logiquement conjointes. C'est ça. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'en gros, là, tout le débat qu'on a eu dans les dernières années, ben, en fait, des dernières années, ça remonte, même si tu vas voir le programme du... comment ça s'appelait, l'ancienne gang de conservateurs qui avait changé là, dans les années 80, là, qui se sont comme séparés. Le Reform Party. Si tu vas dans le programme du Reform Party de genre 87, il y a la réforme du mode de scrutin. Ben oui. En gros, ce que tu comprends là-dedans, avec le truc de Kenneth Arrow sur les 5 critères, c'est que lorsque tu changes le mode de scrutin, que tu changes la manière dont les gens vont voter, t'sais, on a souvent posé ça comme étant vous êtes pour le statu quo, nous, on est pour la démocratie, donc on veut changer le mode de scrutin. Lui, ce qui répondrait à ça, puis là, j'y mets des mots dans la bouche, puis Vincent, tu me corrigeras, mais en gros, ce que ça vient dire, c'est que la seule chose que tu peux faire, c'est changer le critère que tu vas sacrifier. Parce que lui, ce qu'il dit, parce que lui, ce qu'il vient dire, c'est tout ce que tu peux faire, c'est réorganiser les différents critères, mais il y en aura toujours minimalement un qui va être violé. Tu peux avoir des violations plus extrêmes. Fait qu'on n'est pas capable de quantifier, tu sais, genre, à quel point tu violes quelque chose. Fait que, est-ce que tu violes de 5% à la condition 1, mettons? Tu ne peux pas vraiment faire ça. Mais tu peux compter le nombre de conditions qui sont violées. Il y a des systèmes qui violent plus que d'autres. Par exemple, un dictateur, il viole les 5 conditions. Ben, c'est ça. Mettons que tu es au Venezuela et que tu as 2 partis autorisés et que le chef de l'autre est en prison. Tu as violé les 5 conditions. C'est ça. Là, il y a comme quelque chose qui ne marche pas. Au Canada, probablement que tu en violes 1 ou 2. Mais c'est malade, pareil, je n'y avais jamais réfléchi dans ces termes-là, mais c'est vraiment ça. C'est que là, on réfléchit à des systèmes qui, en fait, vont reconfigurer la priorité des critères. C'est que dans le fond, tout ce que tu pourrais dire là-dedans, ben, c'est pas nécessairement une perte de temps, mais c'est que dans le fond, ce que tu viens dire, c'est que toi, ta préférence, c'est, on va dire,
le critère numéro 4 de l'universalisme. Et c'est ce critère-là dans ton système qui est celui qui doit être respecté avant tout. Et le moins important pour toi va être un autre critère comme la transitivité. Mais l'autre, lui, va arriver et va dire non, mais moi, mon système, il n'est pas plus ou moins démocratique nécessairement que le tien, mais c'est juste que moi, ton critère, en réalité, il vient en 4e ou en 5e. C'est carrément lui qu'on peut, auquel on peut se soustraire. Oui, mais là, il y a un viol qui est fait d'une des conditions. Puis en soi, même, la décision sur laquelle on viole fait une violation elle-même. Ben, c'est ça. Parce que tu viens de dire que on choisit, il y a un groupe de personnes qui doit décider quelle condition est violée. Donc, techniquement, le choix d'une méthode, ça, c'est un point qui n'est pas souvent souligné autre que par des gens dans la théorie des choix publics, c'est que techniquement, tu as une 6e condition, c'est que tu ne peux pas choisir laquelle tu violes. Dès que tu violes ça, ben c'est trivial comme preuve parce que tu violes la non-violation. C'est étrange à dire, mais tu dois avoir un sacrifice. Il n'y a aucune méthode de vote ou de sélection qui va faire en sorte, et là, c'est vraiment important comment je vais le dire, qui fait en sorte d'agréger les préférences individuelles dans une préférence collective en respectant les 5 idéaux. Je répète la phrase parce qu'elle est particulièrement importante. Il n'y a aucune manière de prendre toutes les préférences des individus, de les smasher ensemble dans un seul truc, puis de les ressortir dans un truc qui dit voici la préférence sociale qui respecte l'idéal démocratique. Il n'y a aucune manière de faire ça. C'est hallucinant. C'est hallucinant parce que ça devrait tellement être évident dans nos têtes, dans le sens que si le système parfait existait, il serait déjà en place. Et ce que tu te rends compte, c'est que dans toutes les démocraties libérales, tout le monde qui crée un nouveau parti politique veut changer le système de vote. Exactement. Ouais. Mais là, c'est là que moi, je vais amener la réponse de Buchanan. Il y a un truc qui est comme une sorte de, je ne sais pas si je dirais une tricherie de la part de Arrow, mais pour faire la preuve, il y a une hypothèse, il y a une prémisse qui est faite. C'est-à-dire que la préférence sociale est un équilibre. C'est-à-dire que si on préfère A à B, ben, c'est un équilibre permanent et c'est une mauvaise chose d'avoir un déséquilibre. OK? Autrement dit, que le fait de ne pas être capable de respecter les 5 critères, c'est un weak point, c'est une faiblesse pour le système démocratique. Donc, c'est quelque chose qui est à faire attention parce que c'est la faiblesse principale de la démocratie. Ce que Buchanan va dire, c'est vous allez peut-être un peu loin en disant que c'est une faiblesse. Lui, il tourne ça à l'envers. Il tourne ça à l'envers au complet. Il dit ce que vous pensez, comme on dit en anglais, it's a feature, not a bug. Lui, ce qu'il dit, c'est si tu ne peux pas arriver à un résultat qui est un équilibre des préférences sociales, ben la démocratie, parce qu'en gros, ce que ça dit, c'est que tu ne peux pas avoir d'équilibre. Okay? Buchanan, ce qu'il dit, c'est ben, le déséquilibre, c'est une bonne chose. Ce que tu devrais vouloir, c'est que constamment, tu as des cycles de différents partis, de telle sorte qu'on n'a pas la capacité d'une majorité de décider pour une minorité, que tu ne peux pas avoir la discrimination contre les minorités. Parce que si, disons, la préférence, on dit tantôt A et B abstractement, mais qu'est-ce qui arrive si A, c'est on ne respecte pas les Juifs et B, c'est on tue les Juifs? Ben, si c'est sur ça qu'on est en train de faire des préférences, ben, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Et Buchanan, ce qu'il dit, c'est que le quirk de la démocratie, c'est que tu n'as pas l'équilibre. C'est que tu vas avoir constamment une compétition électorale qui continue et qu'en soi, cette compétition-là limite les alternatives qui mènent à des violations plus graves, à des violations qui sont normativement graves, comme tuer des gens d'une minorité religieuse. Le but, en fait, dans ces cas-ci, c'est de limiter les tyrannies de la majorité. Et Buchanan, vraiment, qui était quelque chose qu'Alexis de Tocqueville considérait comme pas intéressant, dans le sens que tu dis la tyrannie de c'est lui qui a dit ça, je me trompe-tu? C'est une expression qui a été utilisée par plusieurs, là, mais oui, Tocqueville a parlé de ça aussi, là, de la démocratie en Amérique. Ouais. Mais, tu sais, lui, il voyait ça comme peut-être un problème, la tyrannie de la majorité, de quelque chose à éviter. Ce qu'on se rend compte, c'est que, par exemple, le système qu'on a présentement au Canada,
le fait que tu aies besoin peut-être juste maintenant de 31 ou 32% du vote pour gagner l'élection assure presque assurément une alternance au pouvoir. Ouais. Finalement, cette alternance au pouvoir-là, est-ce que ce ne serait pas plus souhaitable, justement, qu'un parti conservateur comme en Alberta qui gagne les élections sans arrêt pendant 50 ans? Ouais. D'ailleurs, soulignons que Buchanan est la deuxième personne à avoir gagné un prix Nobel en travaillant autour de Arrow. Le troisième, c'est Amartya Sen. On n'a pas besoin d'en parler ici parce que ça va trop loin. Mais Buchanan, c'est celui qui a dit ben, voici pourquoi c'est une bonne chose. Puis en fait, il a écrit un livre qui s'appelle The Calculus of Consent, qui pas mal essaie d'expliquer ça. Puis il dit ben, dans une démocratie, ce qui se passe, il y a deux choses. La première, c'est que si les individus sont suffisamment divers dans leurs opinions pour que les hypothèses de Arrow tiennent, ben, les factions au pouvoir vont changer constamment. Et puis là, je cite de lui, j'ai pris la citation. Malheureusement, je n'ai pas réussi à la traduire efficacement en français, mais je vais essayer de le faire au fur et à mesure. Est-ce qu'une rotation constante des résultats serait préférable en permettant aux membres de la minorité dans une ronde de vote de revenir aux rondes subséquentes et d'entrer dans la majorité en faisant coalition avec quelqu'un d'autre et ainsi punir les membres qui l'auraient peut-être nuit dans la première ronde. Tu sais, quand on dit, puis là, tu sais, c'est abstrait comment je viens de le dire, mais tu sais, quand on dit genre, si vous faites ça maintenant, là, disons, si les démocrates décident de persécuter Donald Trump, une des choses que beaucoup de gens soulignent, c'est ben, lui pourrait le faire quand il revient au pouvoir. Fait que peut-être que c'est pas une bonne idée qu'on le fasse parce que lui pourrait le faire. Ben, tu vois, dans ce cas-ci, tu vas avoir, même si le mode de vote va violer ça, le fait qu'il y ait la chance de violation contre la majorité dans la prochaine ronde, quand la majorité devient une minorité, ben là, ça fait en sorte que tout le monde se calme un petit peu et oui, tu vas faire une violation par définition, mais dans le normatif, cette violation-là va être minime et sur un horizon de temps, une violation va être compensée par une contre-violation et la moyenne va arriver plus proche de zéro, c'est-à-dire aucune violation de l'idéal démocratique dans un monde où est-ce que tu as constamment de la concurrence. Donc, dès que tu ajoutes cet horizon de temps-là, selon Buchanan, ton problème est plus ou moins réglé. Ouais. Donc, en fait, c'est une bonne chose. Conditionnel à un truc. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de voter. Et ça, c'est là que Buchanan la Constitution. dit... Exactement. Il y a des choses qui ne doivent jamais rentrer en jeu parce que, et c'est là que la chose qui est importante, c'est que quand tu choisis via le marché, et ça, c'est une phrase de Friedman que je vais dire, elle est vraiment belle, cette phrase. Le marché, c'est l'unanimité sans la conformité. La politique, c'est la conformité sans l'unanimité. Tout le monde peut avoir une cravate de la couleur qu'il veut sur le marché parce que tu votes avec ton argent. Si on vote sur la couleur de la cravate, il va y avoir des gens qui ne voulaient pas la cravate rouge, mais qui vont avoir la cravate, qui vont l'avoir. Ça, c'est la grande différence. Et Buchanan, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des choses que tu devrais laisser en dehors de la politique. Tu devrais permettre uniquement dans la politique les choses que le marché ne peut pas faire. En faisant ça, tu vas encore plus réduire les problèmes, les potentielles violations. Et finalement, une dernière chose que tu peux faire, c'est que si, mettons, tu mets des règles comme il faut qu'il y ait consensus sur certains sujets. Donc, ce n'est pas juste que tu dois avoir 50% plus 1. Mettons qu'il faut que tu aies une majorité qualifiée, 66%. Mais là, dans ce cas-ci, tu vas avoir encore moins de violations. Fait que Buchanan, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que tu fasses un équilibre entre les coûts de la délibération en société, donc combien ça nous coûte entre nous de débattre constamment, versus les coûts que tu peux imposer à d'autres personnes en ayant la conformité. Si tu réduis la politique au domaine dans lequel la politique a une place justifiable et qu'ensuite, dans l'univers politique, tu fais des règles qui ne sont pas nécessairement juste des règles qui se rapprochent de l'unanimité, c'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord, right? Que tout le monde ait du même opinion. Ouais. Tu arrives à un consensus sur un sujet. Si tu réduis ça comme ça, là, tu as l'idéal. Tu vas avoir convergé le plus possible vers l'idéal démocratique à un point dans le temps. Puis
puis à travers plusieurs périodes à cause de la répétition, tu n'as pas de violation démocratique. Mais ça, ce que je viens de décrire, c'est la démocratie libérale telle que nous, on en parle depuis le début. Autrement dit, le système de vote est moins important qu'on pense, tant aussi longtemps qu'on peut recommencer le call-brass de temps en temps. Ben, moi, c'est un système ouvert et qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de voter, c'est-à-dire, personne va. Il y a des gens qui vont dire qu'on devrait avoir le droit de voter sur voler la propriété des gens. Je ne suis pas d'accord. Mais il y a des gens, même Émilie Nicolas, qui comprend très peu à très peu de choses, serait d'accord pour dire qu'on n'a pas le droit de voter pour déposséder des Juifs. Je pense qu'elle serait d'accord pour dire qu'on ne peut pas déposséder sur la base de la religion. Elle, peut-être, mais d'après moi, il y a plusieurs personnes dans ce giron-là qui commencent à être de plus en plus d'accord. OK, t'es pas de bonne foi, là. OK? J'essayais d'imaginer le gauchiste qui veut redistribuer généreusement, mais pas de discriminer sur... C'est ça, j'ai compris, c'était très généreux. T'es baveux, mais c'est correct. Non, j'ai compris. Mais moi, ce que j'allais ajouter, là, c'est... Je trouve que quand on a des réflexions sur ce que c'est que la démocratie, on passe beaucoup de temps sur la manière dont on élit des gens et la mécanique de la chose. Est-ce que c'est un tour? C'est largement impertinent. Est-ce que c'est un tour, 2 tours? Est-ce que c'est proportionnel ou est-ce que c'est représentatif? Est-ce que c'est régional ou plutôt des listes? Est-ce que le vote populaire compte versus la représentation? Tous ces débats-là qu'on a. Il y a des débats qu'on n'a pratiquement jamais et à mon avis, qui sont aussi importants, c'est sur comment on se débarrasse d'un gouvernement. Parce que, tu sais, l'élection, c'est une photo. Une élection, en fait, c'est un sondage qui a valeur de... c'est un plébiscite, c'est un sondage qui finalement se matérialise, mais qui vaut pendant combien de temps? C'est une réflexion. 4 ans, là, avec Trudeau. 4 ans, dans certains endroits, c'est 5 ans. Il y a même des 6 ans. La seule manière dans laquelle le mécanisme de vote est intéressant, c'est dans la mesure qu'il augmente ou réduit la compétition électorale. C'est vraiment juste ça qui est intéressant. C'est dans la seule mesure qui est intéressant de permettre justement le cycle. C'est que si tu as une compétition récurrente, parce qu'une des choses de Arrow qui est un peu weird, c'est que si, mettons, tu atteins l'idéal, tu n'as plus besoin de voter. Si la volonté populaire était là, tu n'as plus besoin de jamais voter après avoir choisi. Si, mettons, tu étais capable de ne pas violer ça, OK? Mettons qu'on fait une preuve par contradiction, tu es capable de ne pas violer ça. Mais par définition, si cette contradiction-là existait, si cette contradiction-là n'existait pas, excuse-moi, ben, pour toujours, on n'aurait plus jamais besoin de voter, à moins que l'opinion d'une personne change, et là, il faudrait revoter. Mais dans un cas comme ça, ben, pourquoi avoir une démocratie? C'est un peu weird, parce que quand tu fais le truc de Arrow, la démocratie devrait mourir le jour qu'on a fait un vote. Ouais. Et on ne devrait pas vouloir revoter tant aussi longtemps qu'on n'a pas changé d'opinion sur quelque chose. Ben, c'est ça. C'est complètement débile comme... Ça, c'est la chose qui me frappait. C'est complètement débile de s'imaginer cet aspect-là. Why? Ben non, c'est clair. Mais tu sais, moi, les exemples auxquels je pense, c'est... Puis on voit de plus en plus ça dans les pays occidentaux. Ça a été le cas en Grande-Bretagne, c'est le cas au Canada, ça a été le cas en France aussi. C'est de plus en plus le discours, tu sais, de dire « Ouais, mais les gens ont voté pour eux, ils sont dûment élus, donc ils peuvent faire X, Y, Z. » Puis dans le fond, moi, il y a 4 ans, j'ai dit « Oui, je vote pour lui. » Donc 4 ans plus tard, je serais censé d'être encore en accord avec tout ce qui est fait. Et cette espèce d'image-là statique qui était prise le 8 octobre, on va dire 2022 ou le 9 novembre de telle année, c'est comme si ce truc-là, il vaut dans le temps de manière infinie. Et moi, ce que je dis, c'est ouais, mais en ce moment, par exemple, on est rendu, je pense, au 50e sondage qui nous dit que 70% des Canadiens veulent que Trudeau démissionne. Oui. Au Québec, 35% des Québécois veulent Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fini 3e la dernière exact. fois. Théoriquement, tu regardes 29. Théoriquement, tu regardes le papier et tu te dis ben, les Québécois ont donné une majorité quasi bolchevique à François Legault avec ses 90-12 députés, qui est un score qu'on n'avait pas vu depuis Robert Bourassa. 92 Cadet à courage. C'est ça. Mais à un moment donné, moi, je pense que... Personnellement, même sans prendre trop pour acquis ce qui a été dit depuis le début, je pense que réfléchir à comment un gouvernement peut être débarqué est beaucoup plus important que savoir comment, dans 2 ans, je vais voter, ça va-tu être une liste, ça va-tu être ici. Moi, je pense qu'à un moment donné, est-ce que
tu joues pas mal plus dans la démocratie si tu as un mécanisme qui dit, ben là, écoutez, là, à partir d'un certain seuil, un gouvernement, il pourra avoir, je sais pas, moi, un genre de référendum d'initiative populaire, puis il est forcé de démissionner. En fait, moi, ce que j'aime le plus du système américain, c'est qu'à tous les 2 ans, il y a un message du peuple qui peut être envoyé. Ça, C'est une là-bas, belle t'as des... fréquence. Là, tu sais, je veux En dire. fait, savais-tu qu'aux États-Unis, là, pis les gens ne savent pas ça, mais il y a peut-être jusqu'à 1920, tu votais pour les gouverneurs à toutes les années. Ah ouais. Au Massachusetts, c'était une élection par année pour gouverneur. Genre jusqu'à 1914, là, je ne me souviens plus exactement les années, mais tu as eu des longues périodes de temps où tu avais une élection par année, là. Moi, surtout avec nos campagnes de 30 jours. Moi, j'aurais pas de problème avec ça. Moi, tous les mois d'août, on remet le gouvernement à call brass puis go. Là. Oui, oui, puis les gens disent que ça serait instable, mais peut-être que justement, cette sorte de. C'est comme un des cas où l'instabilité, comme elle est prévue sur un long terme, change les comportements de tous les joueurs pour faire des choses moins débiles. Ben oui, parce que là, on est dans un cas de figure où tu as quelqu'un qui est élu, et c'est l'aveu de François Legault lui-même. Il l'a dit dans une vidéo, c'est pas moi qui met des mots dans la bouche. Les 2 premières années, là, on va faire ce qu'on pense qui est bon, puis à la fin, on enverra des chèques. Puis il dit pas ça de même, là, mais essentiellement, Non, il l'a dit de même. essentiellement, c'est ça que ça veut dire. À la fin, on se préoccupera de ce que le monde veut. Ben, peut-être que si on votait à toutes les 8 août, mettons, ben, les gens, les politiciens qui sont en place feraient peut-être juste tout le temps ce qu'on attend d'eux autres. Oui, ou sinon, ils en feraient juste moins, puis nous autres, on réduirait nos attentes à l'égard de la politique. La politique prendrait moins d'importance dans nos vies. Contrôlerait moins de sujets. Exactement. Donc, il y aurait des sujets qui ne peuvent pas embarquer. En tout cas, le comment est plus difficile. Là, ça devient, quand tu vas à ce point-là que Frank il vient de faire, la réponse devient largement empirique et dépend d'une société à l'autre selon certaines caractéristiques de la société. Mais tu sais, c'est pour ça que, comme vous m'avez entendu plusieurs fois défendre qu'il fallait augmenter le nombre de députés, qu'il fallait ramener le conseil législatif. Ça, c'est 2 affaires que je pense qui sont des excellentes idées. Une chambre, plus de députés, accompagné d'une chambre haute, ben, ça crée un excellent système de check and balance. Puis les 2 chambres se gardent en contrôle l'une et l'autre. Et si tu les revotes fréquemment, ben, les députés, comme ceux de la chambre basse, vont représenter davantage leur plus petite collectivité. Parce qu'un des problèmes dans Arrow, c'est que la taille de l'électorat augmente. Ben là, si tu peux voter juste pour un député qui représente tes préférences locales, puis qu'il y a genre, disons, 100 électeurs par comté, pour exagérer, ben là, tu vas avoir moins de problèmes. La divergence se produit dans le N qui augmente. Mais si tu réduis N maintenant, tu réduis le problème. Mais si en même temps, tu donnes une chambre haute qui, elle, a plus de députés, puis que les comtés, tu as comme plusieurs comtés par comté d'une chambre haute. Mais là, les 2 chambres se battent entre elles constamment et peuvent donc éviter les dérives. Dans un cas comme ça, en fait, ça serait probablement la chose la plus démocratique à faire, de ramener le conseil législatif puis de faire en sorte qu'on ait une chambre d'Assemblée nationale avec 630 députés. Ben, tu le vois, ça revient un peu à ce que tu disais, Yann, puis pour les gens qui n'ont pas écouté, ça n'a pas rapport, là, fait que je vais le répéter. Mais tantôt, dans une autre conversation, tu disais les Américains, quand tu regardes les odds puis les sondages, sont relativement confortables avec peu importe qui sera élu, parce que ce qu'on voit, c'est que le Sénat va être aux républicains et le Congrès va être aux démocrates. Donc, que ce soit Harris ou Trump, les Américains ont l'air de s'enligner pour ne pas donner de carte blanche à aucun des deux, par précaution. Ce qui fait que si on ramène ça dans le contexte québécois, tu pourras avoir, par exemple, s'il y avait des contre-pouvoirs comme le Sénat québécois, tu pourras avoir des gens qui disent, ben écoutez, moi, mon choix 1, on va dire c'est PSPP, mais j'en veux pas de référendum sur la souveraineté. Fait que je voterais pour lui à l'Assemblée législative, mais au Sénat, je voterais, si c'est attendu que c'est électif, pour des candidats qui, si ce projet-là arrive, vont le bloquer. Fait que comme ça, j'ai le premier ministre que je veux, moins son idée que je veux pas. Exactement. D'ailleurs, tu vois ça souvent aux États-Unis, il y a des électeurs qui font ça parce qu'aux États-Unis, tu reçois tous les bulletins de vote en même temps. Fait que tu peux voter ton sénateur, ton député. Fait que, par exemple, présentement, au Maryland, Trump est à 32% contre 64% genre pour les démocrates. Mais dans la course pour le sénateur, Larry Hogan, le républicain, c'est 46%, puis le démocrate,
Ashenfelter, 46. Les deux sont comme... Ça veut dire qu'il y en a des gens qui ont carrément un bleu et un rouge sur le bulletin. Yep, ça leur dérange pas en tout. En fait, ils veulent ça. Puis dans ce cas-ci, ce qui se passe, c'est que tu utilises le cycling tant à travers des paliers au même moment dans le temps et à travers le temps pour éviter les violations. C'est-à-dire que techniquement, à chaque moment, tu as une violation, mais dans un horizon de temps allongé, ben, les violations ne se produisent pas vraiment. C'est comme si les choses se gardent en contrebalance. C'est pour ça que quand les libéraux disent on ne parle pas de démocratie, on parle de démocratie libérale. Le mot libéral ici met l'accent sur les institutions qui ont des garde-fous, les limites à ce sur quoi on peut voter et que la démocratie n'est utilisée que pour les choses que le marché et la société civile ne peuvent pas gérer. C'est-à-dire des choses des problèmes de biens publics, des problèmes d'externalité, des problèmes d'asymétrie d'information, les choses parce que le marché n'est pas capable de le faire ou on croit que le marché n'est pas capable de le faire. Ben, c'est ça. Ben, il y a une expression, je pense que beaucoup de gens, y compris notre propre premier ministre au Québec, qui ne font pas la différence entre les deux. La démocratie, ce n'est pas le mob rule. Non, on dit en anglais. Sinon, tu vas avoir des gens qui vont voter pour tuer des Juifs. C'est ça. Les Grecs appelaient ça l'oclocratie. C'est la version dégénérée de la démocratie, qui est le mob rule. Le mob rule, c'est quoi? C'est que tu pourrais vivre dans un système qui est une démocratie représentative, pas représentative, mais une démocratie directe. On dirait, c'est le fun, tous les votes comptent, puis tout ça, un peu les arguments qu'on entend. Mais tous les votes comptent et la majorité a voté pour violer les droits de propriété, interdire tel propos sur la place publique parce que ça viole la décence, le bon goût, tout ça. Puis là, tu te dis, ben, c'est pas un système où les gens sont très, très libres. Ah ouais, mais ça a été la privation de liberté a été faite de manière démocratique. C'est pour ça qu'on accorde beaucoup d'importance aux élections. Ça peut être vrai. Mais tu pourras avoir un système quand même qui est électoralement, en apparence, semble moins démocratique. Mais dans cet État-là, tu as une forte constitution qui garantit la liberté d'expression, qui garantit le droit de propriété, qui garantit le fait que tu ne peux pas être arrêté de manière arbitraire pour aucun motif, qui garantit que nul ne sera inquiété pour la langue, la religion qu'il pratique, etc., etc. Tu pourrais même avoir un État où ça a l'air d'une démocratie très boiteuse, mais qui a des institutions assez fortes pour garantir ces droits fondamentaux-là. Moi, plus le temps passe, plus j'accorde beaucoup plus d'importance à ça qu'à la manière dont je vote sur un bulletin de vote, honnêtement. Ouais. Avant qu'on aille dans le Patreon, je vais juste dire la chose, puis c'est peut-être le meilleur résumé de la chose. Les gens qui sont fâchés par le théorème de Arrow sont des gens qui voient la démocratie comme un idéal. C'est-à-dire que l'outil, c'est-à-dire que la chose en soi est idéale. Tu dois avoir l'idéal, tu dois le rejoindre. Pour les libéraux comme nous, quand on dit démocratie libérale, c'est parce qu'on voit la démocratie comme un outil de préservation de la liberté individuelle. C'est complètement... Les deux, on est favorables. Les deux, on veut la démocratie. Donc, tu vas avoir des social-démocrates. Les gens qui disent des socialistes démocrates croient vraiment qu'ils respectent l'idéal démocratique. Nous, ce qu'on dit, c'est que nous aussi, on aime la démocratie, mais pas pour la même raison. La raison qu'on l'aime, c'est parce que c'est un outil important dans la préservation des libertés individuelles, dans l'élimination de la discrimination de la minorité par la majorité. C'est ça l'importance de la démocratie. C'est une vision complètement différente. Un, c'est un idéal, l'autre, c'est un outil. Oui, puis c'est un réalisme aussi. Je veux dire, le théorème d'Arrow te permet de comprendre pourquoi il y a des défaillances dans les systèmes de vote. Défaillance étant le fait qu'on a l'impression qu'il y a une injustice. Pourquoi on n'a pas amené de solution encore fonctionnelle à cette défaillance-là? Mais pourquoi que c'est pas grave non plus? Pourquoi qu'il ne faut pas virer fou avec ça? Puis comment c'est souvent une perte de temps de jaser du mode de scrutin puis de passer trop de temps là-dessus. C'est pas mal plus important, à mon avis, de passer du temps sur qu'est-ce que le gouvernement doit décider ou non. Oui, absolument. Beaucoup plus que comment on choisit l'élu qui va avoir après ça les pleins pouvoirs. Totalement. Les règles du jeu, messieurs. Les règles du jeu! Écoute, on va passer à la partie non généreuse de ce pas. Puis justement, j'avais comme... Fuck l'Iris. Qui me venait en tête. Oui, c'est vrai, excusez. C'est vrai. Ça fait 2 fois que j'oublie. Ben oui, tu t'es gâté.
Ah non, mais C'est ça. Je me suis gâté 2 fois là, à la radio avec eux. Là, à un moment donné. OK, bon, C'est comme je suis replu. C'est ça. On Enlever va une passer. sucette à un enfant. On va passer, joignez-vous à nous au segment Make de PLQ Liberal Again Damn dans right. quelques instants aussi. Donc, c'est ça, joignez-vous à nous, puis on se reparle derrière le mur.